Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce qui est déjà notre 17e épisode de l'heure de fourche. Pour ce 17e épisode, on l'espère, va vous inviter un petit peu à l'évasion car on va y aborder quelques-unes des observations récoltées par la cellule Europe du CEGEC après 2 voyages d'études effectués au Luxembourg et en Italie. Ces 2 voyages avaient pour but de prendre le pouls de ce qui est réalisé en matière d'enseignement et spécifiquement dans tout ce qui est inclusion des familles allophones dans le système scolaire de ces pays qui nous entourent et éventuellement, pourquoi pas s'en inspirer et ramener quelques idées dans les bagages. Mais ça, c'est pour la deuxième partie du podcast. Tout de suite, on accueille Gérald pour évoquer un sujet qui prête aussi au voyage et à l'évasion, mais tout en restant bien chez nous. Salut Gérald. Salut Arnaud, et oui, vu le beau temps qui se profile à l'horizon, je regarde un petit peu par la fenêtre, mais on espère, mais aussi en vue de la journée mondiale du vélo qui aura lieu le 3 juin prochain, on s'est dit que ce serait une bonne idée de mettre en lumière quelques conseils pour les élèves, les écoles et les parents qui souhaiteraient favoriser la pratique du vélo pour effectuer les trajets école-domicile. Et pour nous en parler, Gérald, tu vas évoquer 3 grands enseignements qui proviennent d'une étude qui a été réalisée sur la place du vélo dans les déplacements des familles. Et c'est une étude réalisée par ProVélo avec le soutien de Bruxelles Mobilité. C'est bien ça. Alors, on précise tout de suite que les conseils sont valables à Bruxelles, parce qu'on parle de Bruxelles Mobilité, mais qu'ils valent aussi pour toute la Wallonie, sinon ce sera un petit peu moins intéressant. Et tant pour les élèves de l'enseignement primaire que du secondaire, il y a aussi un petit volet maternel. Là, on est plus vraiment dans les conseils pour comment aborder la pratique. Mais bon, ici, on se concentre sur le primaire et le secondaire. Alors, pour le premier grand conseil, l'étude évoque tout ce qui est lié à la sécurité, avec quelques stratégies bien utiles pour optimiser la sécurité des élèves. En premier lieu, pour les plus jeunes, il est recommandé aux parents de rouler à côté de l'enfant et pas devant ou pas derrière. Pourquoi à côté? C'est simplement pour faire barrière avec les voitures et qu'il y ait un plus grand sentiment de sécurité. Ensuite, il est conseillé de ne pas se contenter, entre guillemets, de prendre le même itinéraire qu'avec la voiture, mais d'opter pour un parcours apaisé, quitte à rajouter quelques kilomètres plutôt que de longer une chaussée qui va à grande vitesse. Enfin, en la matière, il n'est pas inutile de rappeler que jusqu'à 10 ans, les enfants ont tout à fait le droit de rouler à vélo sur les trottoirs pour leur propre sécurité. Voilà ici 3 conseils en matière de sécurité. Il y en a bien plus dans cette étude. On vous invite à aller les consulter sur le site de ProVélo. On mettra tous les liens dans la description de l'épisode. Ok, donc là, c'était le volet sécurité enfants-parents, mais qu'est-il possible de mettre en place, Gérald, avec les écoles? Le lien avec les écoles, c'est justement le deuxième grand conseil de l'étude. Et cette étude, elle met en évidence l'impact très positif des projets scolaires qui invitent les écoles à venir à vélo à l'école ou à pratiquer le vélo au maximum. Alors, des projets qui peuvent prendre de multiples formes, comme la mise sur pied d'un vélobus qui consiste à mettre en place un ramassage d'élèves qui parcourent le même itinéraire pour se rendre à l'école à vélo. Alors, ce vélobus, il nécessite la présence évidemment d'un adulte ou d'un parent d'élève, voire encore d'un prof ou un membre de l'équipe éducative en général. Mais tout le monde est gagnant, au final, il y a un petit peu d'organisation, mais de gros plus, car l'enfant gagne en autonomie, il pratique une activité physique régulière et il développe par la même occasion des contacts sociaux. Pour les parents, il y a aussi un gros gain de temps le matin et le soir, car ils ne doivent plus amener l'enfant tous les jours à vélo. Alors, parmi les autres idées, il s'agit aussi de mettre en place des rangs vélo lors des déplacements pour aller à la piscine, à la bibliothèque ou un autre lieu tout simplement, ce qui va permettre aux élèves d'apprendre quelques règles entre guillemets de bonne conduite à vélo, tout en les sécurisant par la même occasion. Alors, l'étude, elle incite aussi l'école à créer, par exemple, un parking dédié au vélo, s'il n'y en a pas déjà un, de participer à des formations pro-vélo, des formations avec le GRAC, c'est le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens qui commence à être assez connu, il y a pas mal d'antennes locales un peu partout. Alors, on pointera aussi les formations dédiées aux 5e et 6e primaires qu'on appelle le brevet cycliste. L'idée, finalement, de toutes ces propositions, c'est qu'en multipliant les projets qui incitent les élèves à prendre leur vélo, on va augmenter leurs aptitudes sur le vélo, leur autonomie, les amener à reproduire les bons gestes et les attitudes qui vont aussi augmenter par la même occasion leur sécurité. Merci Gérald, donc ça fait déjà pas mal de bons plans, mais en plus de tout ce que tu viens d'évoquer, chaque école peut aussi initier ce qu'on appelle un plan de déplacement scolaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ?
Oui, alors ce plan de déplacement scolaire, ou PDS, pour ceux qui ont l'habitude de l'entendre, ça consiste pour une école à mieux comprendre sa situation actuelle en termes d'accessibilité et de mobilité, pour ensuite mettre en œuvre des actions qui vont promouvoir des déplacements plus actifs et plus sûrs en général. Alors c'est un projet qui est véritablement ici global, car il implique la direction, les enseignants, les parents et un coach externe à l'école. Quand on dit la direction, les enseignants, les parents, c'est à chaque fois une délégation, il ne faut pas que tout le monde participe, mais l'idée c'est de mettre tous les acteurs ensemble. Alors, ce plan, il commence par un diagnostic des forces et des faiblesses de l'école en la matière, de manière à avoir une vision globale de son fonctionnement et des objectifs à atteindre. Ensuite, le comité mixte école-parents va décider des actions à mettre en place. Et là, on en revient un peu aux idées, aux conseils qui ont été déjà cités auparavant, sauf qu'ici, tout est envisagé de manière globale. Et ce n'est pas centré que sur le vélo, mais sur l'usage aussi des transports en commun, le développement des liens entre l'école et son quartier ou ses quartiers, sans vous oublier qu'en plus d'un coach externe, les écoles peuvent bénéficier de matériel et ou d'un budget pour mener ce plan de déplacement scolaire à bien. Alors, qui propose ce genre de projet ? Eh bien, les acteurs, ils sont assez nombreux. On citera ici Bruxelles Mobilité, ProVélo, Good Planet ou encore Coren, mais je pense vraiment qu'il en existe pas mal d'autres encore. Moi, je vous invite à aller découvrir tout ça en tapant tout simplement plan de déplacement scolaire sur Google. Si j'ai tout bien suivi, tu nous avais parlé de 3 grands conseils dans l'étude ProVélo et Bruxelles Mobilité. Après l'optimisation de la sécurité et le renforcement des projets scolaires, quel est ce 3e axe ? Alors, ce 3e axe de l'étude de ProVélo, il s'adresse surtout aux parents, car il leur conseille de bien identifier le moment où leur enfant est capable de rouler seul à vélo. Alors ça, évidemment, ce sera laissé à l'appréciation de chacun, mais l'étude pointe des balises utiles pour les aider à trancher face à cette question difficile. Alors, ces balises, quelles sont-elles ? Il faut d'abord tout simplement se demander si l'enfant est par exemple capable de maîtriser son équilibre, de maintenir une trajectoire, de gérer les virages, de pouvoir lâcher un bras puis l'autre, peut-être pas les deux en même temps, mais au moins un bras, de pouvoir regarder derrière lui et de savoir freiner. Bref, en gros, s'il maîtrise vraiment son vélo. Ensuite, il s'agit aussi de savoir si l'enfant est à l'aise pour rouler dans la circulation, ce qui n'est pas évident, s'il connaît bien l'itinéraire, s'il comprend les panneaux de signalisation, ou du moins ceux qui sont situés sur son parcours, et s'il sait quoi faire en cas de souci, et bien évidemment, s'il est bien équipé. Alors, comme je l'avais dit, tout ça, c'est laissé l'appréciation de chaque parent, mais, et on l'a déjà cité un peu auparavant, l'organisation d'une formation comme celle du brevet cycliste à l'école va permettre aux élèves d'être déjà confrontés à toutes ces questions, de manière à ce qu'ils acquièrent les savoirs théoriques et pratiques qui vont leur permettre de se déplacer à vélo de manière responsable et en toute sécurité. Bien, merci Gérald pour tous ces conseils. Au passage, je vous rappelle la date que tu as évoquée en début d'épisode, sur la date du 3 juin qui sera la journée mondiale du vélo, où un appel est lancé pour inciter un maximum d'élèves et d'enseignants à rejoindre leur école à vélo. Plus d'informations sur le site web de Bruxelles Mobilité qui sera mis dans la description de l'épisode. On vous rappelle aussi que pour trouver les informations complémentaires sur l'étude réalisée par ProVélo, les formations, les conseils et projets à mener en la matière, direction aussi le descriptif de l'épisode. Donc qui clôture cette première partie de notre podcast dédié au comment se rendre à l'école à vélo. Passons maintenant au bon plan de Déborah qui sont liés en quelque sorte à cette thématique car il sera question de l'école du dehors. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Salut Déborah. Salut Gérald. Alors, ici, tu nous as trouvé quelques bons plans qui concernent l'école du dehors. Ouais, tout à fait, les pépites sont nombreuses sur ce thème et j'ai encore dû faire des choix et donc renoncer aussi, choisir c'est renoncer. Mais je pense que celles-ci sont pas mal. Ok, parmi ce choix, tu voulais nous parler d'un site internet qui tombe sous le sens, c'est écoledudehors.be. Ouais. Donc ce site est vraiment une mine d'or pour les enseignants cherchant à enrichir leur pédagogie en plein air. Donc il offre une variété de méthodes adaptées à tous les âges, que ce soit de la maternelle au secondaire, avec des activités qui varient selon les saisons et l'environnement, que ce soit en forêt, dans un parc ou même en milieu urbain, parce que toutes les écoles ne se trouvent pas dans pleine campagne, malheureusement. En plus, une multitude de partenaires sont prêts à soutenir les enseignants dans la mise en place de l'école en extérieur, notamment en Wallonie-Bruxelles, avec les CRIE, donc qui sont les centres régionaux d'initiation à l'environnement, sans oublier les autres associations d'éducation à l'environnement. Le site propose également des formations spécifiques, une liste de matériel essentiel, ainsi que des conseils pour impliquer les autorités locales, qui sont vraiment bien faits pour le coup, pour essayer de faire en sorte que la commune puisse mettre des choses, des fois très simplement,
pour pouvoir permettre à chacun de faire l'école du dehors. Donc c'est un véritable trésor de ressources pour l'éducation en plein air. Alors, on peut aussi retrouver un collectif pour s'y engager. Oui, alors ça s'appelle Tous dehors. Alors ça rassemble des personnes d'horizons différents, des professionnels de l'éducation à l'environnement, des enseignants, des conseillers pédagogiques, des guides nature. Et leur but ici est vraiment d'œuvrer pour davantage de sorties nature pour tous les publics. Alors Tous dehors, ce n'est pas seulement un groupe de réflexion, mais c'est aussi un groupe de production. Donc sur leur site tousdehors.be. Vous pourrez évidemment retrouver tout ça dans le descriptif. On va pouvoir retrouver l'ensemble des projets en cours et ceux qui sont aboutis. Donc ce collectif accueillant invite toute personne intéressée à s'engager à sa guise, que ce soit en contribuant activement au projet ou en participant aux rencontres ou simplement en se tenant informé. Chaque action compte ici. Évidemment, chaque action compte. Alors, ça, c'est déjà une mine d'infos. Alors, il paraît en plus que tu as découvert un groupe Facebook qui est très populaire sur le thème. Oui, alors, je l'ai déjà découvert il y a quelques années quand j'enseignais encore, mais je le trouve vraiment bien fait. Donc, il s'agit d'un groupe public qui se nomme Classe dehors, École du dehors, qui rassemble plus de 40 000 enseignants de France, de Belgique et de Suisse. Donc, c'est une véritable communauté d'échange et de partage d'expériences pour tous ceux qui enseignent aux enfants de la maternelle jusqu'à l'université. Un espace vraiment enrichissant que je recommande vivement à tous les éducateurs. Ensuite, tu voulais aussi nous parler d'un événement qui a lieu très bientôt. Oui, donc imaginez un instant vos élèves construisant des baromètres et composant des haïkus à l'ombre des arbres, l'esprit s'éveillant au contact de la nature. Si l'idée d'enseigner en plein air vous séduit, laissez-vous tenter par la semaine francophone de la classe dehors, prévue du 20 au 27 mai 2024, avec un éventail d'activités allant de la musique à la science, sans oublier la poésie et les mathématiques. L'expérience promet d'être aussi riche que variée. L'événement est ouvert à tous les enseignants désireux de rejoindre ce mouvement éducatif et de contribuer à un élan collectif. Alors, c'est aussi l'occasion parfaite pour échanger sur des méthodes d'enseignement novatrices et tisser des liens avec les communautés locales. Donc inscrivez-vous et faites partie de cette expérience unique en son genre. Il est temps de découvrir combien l'apprentissage en plein air peut être bénéfique, car jusqu'à présent, en fait, aucune statistique officielle n'a capturé l'étendue de cette pratique parmi les élèves et les enseignants. Donc cette semaine est donc une vitrine pour le monde francophone et va mettre en lumière l'ampleur de cette tendance éducative. Alors ensuite, pour terminer tes bons plans, si tu voulais nous parler d'un livre, L'école du dehors, oser se lancer, ça c'est le nom, enfin c'est le titre du livre plutôt, et il est signé par Cindy Franchimont aux éditions Plantin. Ouais, un ouvrage vraiment captivant, donc, dans lequel Cindy Franchimont nous ouvre les portes d'une salle de classe sans mur, où le ciel est le plafond et la terre est le plancher. C'est beau. C'est beau, ça fait rêver. Donc, elle nous guide à travers les forêts de la connaissance où chaque arbre et chaque brise sont des leçons vivantes. Ce livre n'est pas seulement un manuel, c'est aussi une invitation à redéfinir l'éducation, à laisser les barrières derrière nous et à embrasser le monde naturel comme notre plus grand enseignant. C'est une lecture essentielle pour ceux qui aspirent à une pédagogie innovante et dynamique en parfaite symbiose avec l'environnement. Alors, moi, j'ai plus qu'à espérer pour chacun et chacune d'entre vous qui veut se lancer une météo encourageante et lumineuse pour les quelques frileux, mais sinon par tous les temps ça peut se faire, l'école du dehors. Donc je vous remercie vraiment pour votre écoute et moi je vous dis à dans 15 jours pour de nouveaux bons plans. Salut, salut. Salut. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Après ce bon bol d'air, on va continuer de voyager, toujours un peu dehors, mais pas que dehors, dans la forêt, etc. Ici, avec toi Arnaud, on va revenir sur un projet qui est porté par le CEGEC, et plus particulièrement par la cellule Europe et les directions de l'enseignement fondamental, secondaire et pour adultes, qu'on peut aussi appeler enseignement, qui est de l'enseignement promotion sociale, tout simplement. Ce projet a été mis en place dans le cadre d'Erasmus+ 2021-2027 et pensé autour de l'intégration des familles allophones dans le système scolaire. Et oui, exactement. Rebonjour Gérald. Donc c'est en fait un cas concret que les programmes Erasmus et Erasmus+ ne concernent pas uniquement les échanges d'étudiants dans l'enseignement supérieur comme c'est l'image un peu classique. Déborah et Marie vous en avez déjà parlé dans l'épisode 11, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter ou réécouter. Oui, bonne pub. Mais pour revenir ici à ce sujet qui nous occupe, est-ce que tu peux un peu nous présenter le projet un peu plus en détail ? Oui, donc le projet s'est déroulé sur les 2 dernières années scolaires.
Donc les différents services du CEGEC sont partis en voyage d'études accompagnés par plusieurs établissements du réseau. Pour la promotion sociale, l'enseignement pour adultes, comme on doit dire maintenant, il s'agissait de l'Institut Cardinal Mercier de Scarbeck et de Saint-Laurent à Liège. Le secondaire était représenté par Saint-Louis de Liège aussi et le lycée François de Sales de Gilly. Et enfin, pour le fondamental, c'était les écoles Sainte-Marie de Saint-Gilles et Saint-Antoine de Forêt. Lors de l'année scolaire dernière, tout ce petit monde est parti au Grand-Duché du Luxembourg. Avec quelles observations à la clé au cours de ce premier voyage ? Eh bien, des observations positives et d'autres plus questionnantes, ce qui est évidemment l'objectif de ce type de voyage. Il faut savoir que l'apprentissage de la langue au Grand-Duché de Luxembourg, c'est vraiment un enjeu central des politiques publiques. Et le système scolaire luxembourgeois a la particularité de scolariser en luxembourgeois, en français et en allemand, tout en sachant en plus que l'apprenant, qu'il soit jeune ou adulte, parle bien souvent plusieurs autres langues à la maison. Et en premier lieu, pour ce qui concerne le Grand-Duché du Luxembourg, c'est beaucoup le portugais. Ça fait déjà beau bagage. Voilà. Et donc, pour pallier cette difficulté, des moyens humains et financiers gigantesques sont mobilisés. Depuis peu, les programmes nationaux du Fondamental proposent par exemple des thèmes proches du vécu des enfants, partant d'une démarche ludique et sensorielle, ce qui permet de maintenir la motivation et de dédramatiser l'erreur. Cette approche s'éloigne de l'enseignement dit traditionnel d'une langue où c'est traduction, c'est de la grammaire, c'est de la syntaxe, c'est de la lecture de textes littéraires. Et là, on va plutôt vers une vision de la langue comme un outil de communication. En plus, dans le système luxembourgeois, la langue d'origine est vraiment considérée comme un tremplin pour l'apprentissage des 3 langues nationales. Et contre toute attente, parfois même, c'est un peu contre-intuitif, mais la langue parlée à la maison sert ici de base à l'apprentissage de la langue étrangère, y compris dans la prononciation, en partant de sons que l'apprenant peut déjà produire. Et cette reconnaissance en fait de sons qui sont assez proches favorise la valorisation des cultures issues de l'immigration. Oui, ça a l'air assez original comme ça, comme méthode. Évidemment, ici, je suppose que c'est pour tout ce qui est positif. Tu nous avais parlé qu'il y avait un peu de questionnement. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, donc, malgré tous les dispositifs qui sont mis en place au Grand-Duché de Luxembourg, la gestion de la diversité reste un problème et on peut questionner l'orientation précoce des élèves dès 11 ans en fonction de leur maîtrise de l'allemand et du français. Un autre point qui a été rapporté comme questionnant, c'est les devoirs à domicile qui n'ont pas été supprimés et qui demeurent donc un facteur de discrimination, tout comme le sont les épreuves standardisées. Est-ce que la délégation, est-ce qu'elle a pu avoir d'autres points de comparaison ? Oui, Gérald, la délégation, elle est partie cette année scolaire, elle est partie à Brescia, en Italie. Et la première particularité est que le système éducatif en Italie a vu le nombre d'élèves étrangers doubler en 15 ans pour atteindre environ 10% de la population scolaire totale. Un état de fait qui a poussé les pouvoirs publics à publier en 2014 un guide pour l'accueil et l'intégration des élèves étrangers. Mais quelles ont été finalement les similitudes ou les différences avec le Luxembourg et la Belgique ? Eh bien, au rayon similitudes comme au Luxembourg, la part belle est faite à la valorisation de la langue maternelle de l'apprenant allophone et au parallélisme existant entre différentes langues. Mathieu Pouillon, qui est technopédagogue pour la direction de l'enseignement pour adultes au CEGEC et qui a participé à ce voyage, m'avait d'ailleurs expliqué que très vite, ils avaient vu pas mal de différences avec ce qui se fait en Belgique. Par exemple, les allophones sont directement mis dans leur classe d'âge. Il y a très peu de cours spécifiques vraiment pour apprendre et maîtriser l'italien. Contrairement à nous, on a des dispositifs comme le DASPA qui permet un accompagnement plus individualisé dans l'apprentissage de la langue pour ensuite, après, être intégré à son groupe classe. Donc en Italie, ils font en fait le pari que le lien social entre apprenants du même âge apportera plus que des cours supplémentaires de maîtrise de la langue. Et donc ça s'accompagne, si c'est nécessaire, d'adaptation des programmes. Ça veut dire que les apprenants restent dans leur classe d'âge, mais le niveau attendu n'est pas le même que pour les autres élèves. Ouais, même si l'approche est intéressante, il y a quand même une limite à ce système. Oui, c'est en tout cas l'observation qui a été faite. L'obligation scolaire est jusqu'à 16 ans en Italie. Si l'enfant arrive dans l'enseignement fondamental, mais là, il a le temps de progresser. Donc là, ça se met bien en place. Mais s'il arrive au moment de son parcours où il est en secondaire, c'est plus compliqué pour l'obtention du diplôme. Parce que le jeune est alors orienté vers les options techniques
qui sont malheureusement vues comme des filières de relégation. Oui, ça sonne un peu comme un peu trop familier, malheureusement, où on connaît ça aussi en Belgique, avec l'image du qualifiant qui est malheureusement assez négative. Oui, exactement. Alors, une autre différence marquante par rapport à la Belgique, c'est la formation des enseignants. Elle est de 6 ans en Italie. Ici, on rappelle qu'elle est passée, que la formation initiale des enseignants est passée de 3 à 4 ans. Donc, en Italie, l'objectif est de former chaque enseignant à la didactique des langues, de sorte à ce que chaque enseignant soit en fait un prof d'italien seconde langue. Donc, il y a une responsabilité partagée dans l'intégration des élèves allophones. Chaque professeur enseigne une matière, mais il enseigne en même temps la langue. C'est une volonté de leur part, c'est une volonté assez forte apparemment en Italie, mais il faut bien dire, en tout cas d'après les observations de nos collègues qui sont partis là-bas, qu'ils en sont encore loin. Oui, c'est ça, il y a encore du chemin à faire. Mais est-ce qu'on pourrait essayer de tirer une petite conclusion de tout ça finalement, de cette approche ? Mais la grande conclusion, en discutant avec les différents partenaires, c'est que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. La réflexion sur l'accueil des allophones, elle est permanente et on voit aussi des fonctionnements par essai et erreur. Voilà, par exemple, en Italie, il existe des écoles pilotes dans lesquelles est testé un dispositif qui est en fait très proche de notre DASPA. Alors qu'on en a parlé juste avant, en première intention, ce n'était pas forcément le choix opéré par les pouvoirs publics. Et après, la conclusion de la conclusion, elle s'est en fait tenue sous forme d'un forum qui a rassemblé une petite centaine de personnes, c'était en avril dernier, et lors duquel les écoles qui faisaient partie de la délégation, donc les écoles belges du réseau qui faisaient partie de la délégation, ont pu exposer elles aussi leurs observations, mais elles ont pu aussi exposer leur travail qu'elles mènent au quotidien dans le cadre de l'intégration des familles allophones et des élèves allophones. Parce que, bon, évidemment, tout le monde l'a bien compris, c'est une réalité aussi qui est très présente en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et voilà, je prends pour exemple le témoignage d'une école fondamentale, une des 2 écoles fondamentales qui était partie prenante du projet, mais qui scolarise des enfants de plus de 30 nationalités différentes. Donc il y a aussi du boulot et du coup, ça a été assez riche pour eux de pouvoir aller s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs ou se questionner de ce qui se faisait ailleurs. Ouais, ce qui était finalement le but ultime de cette journée, de comparer, etc., d'avoir du plus, du moins. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Exactement, et des échanges de bonnes pratiques entre écoles. Merci Arnaud pour toutes ces informations sur ce programme Erasmus+. Nous, il nous reste à nous dire à dans 15 jours. 15 jours, on traitera cette fois-ci de la refonte du programme de religion et aussi, on aura un retour sur finalement les pratiques pédagogiques qui sont mises en place au Canada pour voir comment est-ce qu'on peut s'en inspirer, ce qui est bien, ce qui est moins bien, les limites, etc. Donc, ce sera un grand débat là-dessus. Voilà, il nous reste à nous dire salut. Donc, à dans 15 jours. Salut, ciao, ciao. Salut tout le monde, salut Gérald. La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche Podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.